voici la 7e édition d'Agorex, le JT d'Aix-en-Provence, et voici les grands titres de la semaine. Le 7 février dernier a débuté à Bruxelles le procès de Salah Abdeslam, le co-auteur des attentats du 13 novembre 2015. Jeanne revient sur l'affaire. Gérard Collomb veut un service militaire obligatoire, il l'a déclaré sur RTL le 11 février. Clémence revient sur le programme d'Emmanuel Macron à ce sujet. Les réseaux sociaux seraient-ils dangereux pour la santé? C'est ce que déclarent plusieurs anciens cadres de Google et Facebook. Jeanne retrace pour nous la polémique. Toujours au sujet des réseaux sociaux, Facebook avait censuré en 2011 le tableau L'origine du monde en désactivant le compte d'un enseignant français qu'il avait publié sur son mur. L'enseignant avait alors porté plainte. Le procès a débuté tout récemment au mois de janvier. Clémence nous explique. On démarre avec le procès de Salah Abdeslam. Jeanne, pour quel fait a-t-il été jugé précisément? Salah Abdeslam est le seul survivant de l'attaque commando du 13 novembre 2015, sa ceinture à explosifs n'ayant pas fonctionné comme il le souhaitait. En revanche, le procès de cette semaine ne portait pas sur ces faits. Mais l'homme est en effet jugé pour une fusillade visant des policiers à Bruxelles dans le quartier de Forest en mars 2016, qui avait alors précipité la fin de l'homme le plus recherché d'Europe. Le procès a débuté le 7 février dernier à Bruxelles et a duré 2 jours contre une semaine initialement prévue. Quelle peine a été retenue contre Salah Abdeslam? La Cour ne rendra son jugement qu'en avril prochain. Mais l'on sait déjà que 20 ans de prison sont requis contre Salah Abdeslam et son coprévenu, Sofiane Ayari. Salah Abdeslam a refusé à maintes reprises de répondre aux questions de la juge et ne s'est exprimé que 3 minutes durant la totalité de son procès, simplement dans le but de contester la légitimité du tribunal. Il a d'ailleurs décidé de quitter l'audience pour la seconde journée du procès, laissant son sort entre les mains de son avocat, Sven Mari. Celui-ci a notamment insisté auprès du tribunal pour que son client ne soit jugé que pour les faits de mars 2016 et que le jugement de la Cour ne soit pas influencé par l'appréciation médiatique des faits du 13 novembre 2015 dont on attend toujours le procès. Alors que la ministre des Armées souhaite un service militaire non contraignant, Gérard Collomb a déclaré à RTL le 11 février qu'il était favorable à un service militaire obligatoire. Clémence va nous en parler. Et oui, on se rappelle qu'en 1997, Jacques Chirac avait dit adieu au service national pour les hommes en professionnalisant les armées. Il avait été remplacé par la JAPD et la Journée de défense et citoyenneté, au sein duquel on recevait des informations sur les armées et également on réalisait des tests de langue. Cependant, en ce fin janvier, début février, le gouvernement semble unanimement d'accord pour un service national universel qui pourrait être non contraignant, obligatoire. En attendant, le service militaire remonte à la surface. Alors quel est l'objectif de Macron avec cette refondation du service militaire? Les objectifs de Macron sont pas explicitement clair. En effet, le 18 mars 2007, lors de la campagne présidentielle, Macron avait évoqué qu'il voulait un service militaire universel. Il avait dit, je cite, « Je souhaite que chaque jeune Français ait l'occasion d'une expérience, même brève, de la vie militaire. Un service national de durée courte, obligatoire et universel sera instauré. » On a donc la présence explicite de l'aspect obligatoire. Cependant, récemment, il s'était prononcé plutôt pour un service national universel d'1 mois, qui n'était pas contraignant, qui avait un aspect civique, mais aussi un aspect militaire, dans l'objectif de disposer d'un réservoir mobilisable de personnes complémentaire à la garde nationale en cas de grave crise. Mais c'est le 19 janvier, quand il réalise ses vœux auprès des armées, que le président évoque un service national obligatoire qui serait plus, cette fois-ci, orienté vers un côté civique et non un côté militaire pour former des jeunes face à des situations de crise comme des attentats ou des crises climatiques graves. Donc vous l'auriez compris, Emmanuel Macron n'est pas explicitement clair sur son avis sur le service national universel. Entre civique et militaire, on n'arrive pas vraiment à décerner. En tout cas, les avis sont largement divisés au sein de la classe politique à ce sujet. Alors quels sont les arguments pour et les arguments contre? Alors les arguments pour de la mise en avant du service national sont évidemment ressouder la population
instaurer une sorte de cohésion au sein de ces jeunes d'une même tranche d'âge entre 18 et 21 ans qui se regroupent au sein de valeurs communes, au sein d'objectifs communs et ont une vie commune. C'est en ce sens que la ministre des Armées voulait mettre un service obligatoire non contraignant parce qu'elle ne veut pas l'obliger aux jeunes, mais elle pense qu'il faut rassembler cette population au sein de mêmes valeurs. Cependant, les arguments contre sont plus virulents. Ils concernent un coût trop important par rapport aux services donnés et aux services rendus à la nation. Alors, on se rappelle de François Fillon pendant la campagne électorale qui avait déclaré un centre aéré pour les grands. Mélenchon, lui, s'était prononcé contre une colonie de vacances. Et Benoît Hamon avait déclaré qu'en un mois, on ne forme ni des citoyens ni des soldats efficaces. Les réseaux sociaux seraient-ils dangereux pour la santé? C'est la polémique qui a refait surface récemment. Jeanne, pourquoi la question des dangers des réseaux sociaux ressort-elle subitement? Eh bien, lundi dernier, l'association américaine Center for Human Technology, composée d'anciens cadres de Facebook et Google, a lancé une campagne de prévention sur les dangers des réseaux sociaux dans près de 55 000 écoles américaines. Son but est de lutter contre l'addiction aux réseaux sociaux que peuvent potentiellement développer les jeunes Américains. Ce sont 7 millions de dollars qui ont réussi à être levés pour mener cette campagne. Que dénoncent exactement les anciens cadres de Facebook qui étaient pourtant auparavant aux commandes de ces sociétés? C'est justement le fait qu'ils connaissent les coulisses des réseaux sociaux qui motive leur engagement, selon le président de l'association, Tristan Harris. Bien que la campagne menée par l'association s'adresse aux enfants, tout le monde peut en réalité être victime des réseaux sociaux, et notamment de leurs nombreux effets pervers, tels que la dépression, l'anxiété ou encore la perte d'estime de soi. En plus d'éveiller la conscience des consommateurs, l'association souhaite également faire pression sur les grandes entreprises de façon à ce qu'elles pensent un petit peu plus à la santé mentale de leurs utilisateurs. En effet, très récemment, une équipe de pédiatres et psychiatres a demandé à Facebook de retirer sa version de Facebook Messenger destinée aux enfants de 6 ans et plus. Il semblerait que Facebook multiplie les polémiques puisqu'il y a quelques jours a ressurgi l'affaire de la censure du tableau de Courbet L'origine du monde en 2011. Clémence nous explique. Et oui Mathilde, Facebook confondrait-il pornographie et œuvre d'art? En ce début de mois février, le géant américain devra répondre de ses actes pour avoir censuré le compte d'un internaute qui, en 2011, avait publié une photo de l'origine du monde avec un lien qui renvoyait à un reportage sur l'histoire de l'œuvre et de son auteur. L'internaute avait porté plainte pour atteinte à la liberté d'expression. Cependant, depuis 2011, nous n'avons pas entendu parler de cette affaire. Mais alors, pourquoi l'affaire ressort-elle aussi tard? L'affaire ressort aussi tard pour simplement des questions administratives et de justice. En effet, le géant américain, pendant toutes ces années, s'était débattu auprès de la justice française, faisant valoir le fait que le siège de son entreprise se trouvait en Californie, et donc que la justice française n'avait pas à intervenir. Cependant, en 2016, la Cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour prendre en compte cette affaire et pour condamner Facebook pour atteinte à la liberté d'expression et pour avoir confondu nudité et œuvre d'art sur son réseau social. Alors, cela pose la question de la perception de l'œuvre d'art. Comment était perçue l'œuvre de Courbet à l'époque où elle a été peinte? L'œuvre de Courbet est paradoxale. En effet, à l'époque où elle est sortie en 1866, forcément, la bourgeoisie a été très scandalisée de cette œuvre. Elle a été réalisée pour un diplomate turc qui a dû la revendre pour des raisons financières. Depuis, cette œuvre s'est baladée de main en main. Cependant, le musée d'Orsay dépeint cette œuvre d'une grande virtuosité et d'un raffinement qui fait qu'on ne peut pas la classer dans la pornographie, mais bien dans une œuvre d'art qui démontre la nudité humaine. Merci Clémence, merci les filles. Des nouvelles de l'IEP à présent. La campagne BDE démarre sur les chapeaux de roue et s'annonce particulièrement intense avec 3 listes en lice pour les 3 prochaines semaines. L'historialiste, la féodaliste et le bureau des villageois. On leur souhaite bonne chance. Côté soirée, il y a du choix cette semaine, le banquet à la salle des Oblats ou la Batouque au Barberousse mardi soir. Ne manquez pas non plus la soirée Beaujolais qui aura lieu à l'IEP jeudi soir. Bonne semaine à tous.